Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. On va commencer cette semaine par parler de l'électricité, bien sûr, et de l'origine du système. On va parler de la molécule, pas encore des taxes, qui représentent environ 70% de votre facture. Dans la plupart des offres que vous pouvez recevoir, on parle soit de prix réglementés, soit de prix indexés ARENH, soit de prix fixes. On va parler aujourd'hui de l'ARENH, où l'art est la manière de faire vendre à EDF, par EDF, une partie de sa production aux fournisseurs concurrents d'EDF. Avant 2010, la France avait choisi le nucléaire. C'était le pays qui offrait théoriquement le plus bas prix de production d'électricité en Europe. En 2010, la question qui s'est posée était de savoir comment continuer à faire bénéficier les clients, sociétés françaises, du nucléaire et de son prix plus bas que celui plus élevé du marché du gros européen, qui, lui, était calé principalement sur des centrales à gaz, donc fournies aussi, entre autres, par du charbon. Alors qu'il fallait dans le même temps, impérativement, se soumettre à l'ouverture des marchés à des fournisseurs étrangers qui voulaient s'implanter sur le sol français. L'idée a été finalement de permettre aux fournisseurs autres qu'EDF de bénéficier, au moins partiellement, du coût du nucléaire. Tout ça pour permettre la concurrence, tout en rabaissant leurs coûts qui étaient jusque-là supérieurs sur le marché du gros, et ainsi arrêter la situation de monopole d'EDF. Une loi est passée par là, c'était la loi NOM, N-O-M-E, qui est donc arrivée le 7 décembre 2010. Cette loi veut dire nouvelle organisation du marché de l'électricité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de cette loi? Eh bien, dans le contexte de cette loi, on a créé l'ARENH. Ça a été mis en place le 11 juillet 2011. Ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire, énergie dite historique, desservie à l'époque par 58 réacteurs qui étaient en fonctionnement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça desservait des heures entre 1 heure du matin et 7 heures du matin, ou toutes les heures, ou pas du tout, selon les jours de la semaine et selon les mois de l'année. C'est un peu compliqué. Le volume de cet accès régulé a été plafonné à 100 TWh par an, répartis entre toutes les demandes projetées par les fournisseurs présents sur le marché français. Ça représentait en 2010 à peu près 25%, peut-être même un peu moins, de la production nucléaire annuelle d'EDF. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, puisque là où on était dans une production théorique de 420 TWh en 2010, base de l'élaboration de ces 100 TWh dédiés à ces fournisseurs étrangers, eh bien, aujourd'hui, on est passé à 300, 360 peut-être, 370 TWh de production, ce qui veut dire aussi qu'on tape à notre porte aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, pour nous dire baissez votre grille-pain, fermez votre radiateur, attendez quelques heures avant de remettre en route, parce qu'on n'arrivera peut-être pas à produire. Bon, tout au moins à produire dans des conditions acceptables. Donc ce volume est bien réparti entre tous les fournisseurs sur la base de leur portefeuille respectif de clients français. Une commission, parce qu'on adore ça en France, a été créée, ça s'appelle la CRE, qui est là pour réguler, c'est la commission de régulation de l'énergie, et c'est elle qui s'occupe de cette répartition de ces 100 TWh. Alors, à ce moment-là, on a déterminé que le prix du mégawattheure devait être de 42 € le mégawattheure. Dedans, les charges de fonctionnement des centrales représentaient à l'époque à peu près 10 milliards d'euros par an
pour une production théorique de l'époque de 420 TWh. Ça représente dans les 42 € le mégawattheure qui a été fixé à l'époque et qui n'a pas bougé depuis, environ 25 € le mégawattheure. À ce montant, il faut rajouter, toujours dans les 42 mégawattheures, euros le mégawattheure, une part d'investissement pour faire durer le parc pour environ 8 € le mégawattheure. Il faut aussi rajouter le prix des investissements passés qu'on n'arrête pas d'amortir, dont la mise de côté d'un bas de laine pour le démantèlement de certaines centrales pour environ 6 € le mégawattheure. Finalement, en y rajoutant 2-3 postes très secondaires, on est arrivé, bon an mal an, à 42 € le mégawattheure et c'est ce qui a été retenu depuis. Tout ça est resté très fiable jusqu'en 2014-2015. Le marché était stable en Europe et soudain, le prix du gros a chuté à cause de l'injection de nouvelles sources d'énergie renouvelables comme les éoliennes, on en reparlera plus tard, ou le solaire, on en reparlera plus tard également, ce qui a créé une surcapacité à fournir de l'électricité. Ça repart en 2017 et en 2019, la demande d'Arenh par les fournisseurs extérieurs a dépassé le plafond de 100 TWh et on est arrivé à une demande de 142,5 à peu près TWh en 2019. Pourquoi ce dépassement? D'abord parce que le nombre de fournisseurs sur le territoire français a considérablement augmenté. On est aujourd'hui à plus de 70 fournisseurs. Ensuite, parce que l'ensemble du secteur a voulu et a continué depuis à anticiper la hausse du prix de gros. Alors pourquoi cette augmentation du prix de gros? D'abord parce que la hausse du cours du pétrole, donc du gaz, donc plus de dépenses dans le prix de l'électricité d'origine thermique. Cette origine thermique est sensible au prix du charbon également. Le charbon a dû prendre 9% l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. La hausse du cours du dollar a aussi contribué. Mais finalement, ce qui devient exponentiel dans le prix global que vous payez, c'est le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen des quotas de carbone. On en reparlera plus en détail. On est carrément passé de 5-6 € la tonne à plus de 20 € la tonne. Alors au départ, ça a surtout été fait, soi-disant, pour pénaliser les centrales au charbon. Mais finalement, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les autoroutes, on l'a réussi dans ce domaine et c'est pas fini. Et finalement, l'État se sert des fournisseurs comme collecteur de taxes, un peu comme un notaire dans les ventes immobilières. Voilà. Le client final paye donc une part Arenh, un complément éventuel plus ou moins important acheté sur le marché de gros, un péage pour le transport, un péage pour la distribution et bien sûr des taxes diverses et variées, dont deux qui n'ont pas fini de faire parler d'elles, et on en reparlera très prochainement, qui sont les certificats d'économie d'énergie et le marché de capacité sur lequel je reviendrai encore plus vite. L'ensemble de ces fournisseurs alternatifs à EDF, donc tous les autres, demandent depuis un moment que le montant annuel d'Arenh soit revalorisé pour ne pas trop pénaliser les clients par la recherche de compléments sur le marché du gros. Ce n'est bien évidemment pas forcément du goût d'EDF, et ça se comprend. On peut comprendre que des parts de marché entiers, de petits marchés, sont grignotés régulièrement tous les jours à EDF, et on peut comprendre qu'ils aient envie de se préserver. Qu'on se rassure tout de même pour EDF, comment il reste maître du jeu, et c'est une très belle société, sur le fait que le haut de marché, c'est-à-dire tout ce qui est entreprise industrielle, passe par eux quasiment, et ça représente déjà au moins 60-70% de leur production globale. Voilà. Mais EDF est un peu dans le cas de deux sociétés d'ascenseurs bien connues que je ne nommerai quand même pas, même si on n'est pas dans le même registre, c'est intéressant de faire la comparaison. Les deux principales sociétés d'ascenseurs, il y a encore une dizaine d'années, 15 ans peut-être, construisaient des installations à tour de bras depuis des années et des années, à des prix très attractifs, et se rattrapaient sur les prix des contrats d'entretien.
C'étaient les rois. Et un jour, il a fallu raisonner autrement. C'est la même chose pour EDF, finalement. Le jour où EDF acceptera de rentrer dans les mises en concurrence que nous, courtiers, nous pouvons réaliser, je pense qu'ils auront fait un grand pas en avant. Même s'ils considèrent qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, ça le deviendra. On ne peut pas être et avoir été, en tout cas pas dans les mêmes conditions de monopole. Et se retirer des appels d'offres tout en servant de base de l'appel les détruit chaque jour un peu plus. Quand ils auront réalisé, je pense que le chemin sera plus long et plus douloureux pour retrouver sa superbe, mais effectivement, EDF a le pouvoir et les moyens de corriger tout cela dans le temps et de retrouver la place qui devrait être la sienne totalement. Mais c'est une superbe société, hein, de toute façon. Mais pourquoi veut-elle perdre du temps et de l'argent? Ça, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, il doit y avoir une raison que je ne connais pas. Ça fait penser un peu à Gaz de France avant Engie. Même punition à une époque donnée. Nous sommes les meilleurs, nous avons besoin de personne. Eh ben non, ça ne fonctionne plus comme ça. Je pense que le budget qu'a investi Engie pour corriger cette situation doit être très important. Entre le prix des ingénieurs commerciaux qu'elle a mis sur le terrain et les publicités qu'elle balance à longueur de journée, je pense qu'ils se souviendront longtemps de ce qu'ils ont été obligés d'investir pour rattraper certains pans de marché. Voilà. Là encore, c'est une belle société, Engie, qui se donne les moyens de revenir à l'avant-scène. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 8 jours pour le devenir d'EDF. J'aimerais bien vous parler du devenir d'EDF, de ce que je peux en penser, de ce que d'autres en pensent. Voilà, ça me paraît un sujet très intéressant. Ce dispositif à Rennes, il faut savoir qu'il va normalement s'arrêter en 2025, c'est-à-dire presque demain matin. Et on peut aussi se poser la question, au-delà du devenir d'EDF, de ce qui va se passer après 2025. Est-ce qu'un processus similaire va être conduit, qui maintient des prix artificiellement bas en France ou pas? Et si c'est le cas, on va tous pleurer quand on va allumer le grille-pain. Hein, voilà, c'est ce qui risque de se produire. Donc on en reparlera. Bon, en attendant, passez une bonne semaine, une bonne fin de semaine. On est déjà vendredi, donc un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine, vendredi prochain, pour de nouvelles aventures. Et puis en attendant, je vous propose de regarder une petite vidéo que je vous mettrai à disposition, que j'appelle les actus de la semaine, et qui donne quelques chiffres et quelques données qui peuvent vous intéresser. Voilà, je vous dis à très bientôt, et encore une fois, bon week-end.